Salut tout le monde, c'est Karel, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui ont été posées pendant la FAQ, donc j'avais lancé il y a peut-être un mois. D'ailleurs, je tenais à remercier les personnes qui m'ont posé des questions et je vous propose de répondre à ces questions tout de suite. Alors tout d'abord, il y a Carlotta qui me pose quelques questions. D'ailleurs, Carlotta, si tu passes par ici, je te salue. Donc, salut FAQ, chouette pour ton retour, oui, merci. Quel est ton âge? Alors, j'ai 34 ans. Oui, voilà, j'ai 34 ans. Ton prénom, c'est Karel, donc ça s'écrit K-A-R-E-2-L. C'est pas très commun, mais c'est comme ça. Où habites-tu? En ce moment, j'habite en Belgique, au fin fond de la Belgique, j'ai envie de dire, pas très loin de la France et du Luxembourg, voilà. Mais je suis originaire en fait de la région parisienne et je suis partie pour le travail. Et en parlant de travail, Carlotta me demande quel est ton métier. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je travaille dans le dessin animé. J'ai eu plein de métiers dans le dessin animé en l'occurrence. Et là en ce moment je suis assistante réalisatrice sur une série animée en 2D qui passe, je crois, sur Piwi, enfin qui passe. La saison 1 est déjà passée sur Piwi, donc la saison 2 passera sur Piwi, je pense, peut-être l'année prochaine, voilà. Mais j'ai travaillé aussi sur d'autres séries en 2D et en 3D que vous avez peut-être vu à la télé. J'ai travaillé notamment sur Les Lapins Crétins, sur Chaplin aussi. J'ai travaillé sur Iron Man, la série animée. J'ai travaillé sur Le Petit Nicolas aussi. Et j'ai travaillé encore sur d'autres séries que là j'ai un petit peu un blackout, mais voilà, je travaille donc comme je vous le disais dans le secteur du cinéma d'animation. Ensuite, Carlotta me demande, donc nous avons pu remarquer que tu as fait les dessins de présentation des chaînes de quelques booktubeurs, oui, en effet. Qui sont-ils au complet? J'imagine que c'est combien sont-ils peut-être? Entre blogueurs et booktubeurs, je pense qu'il y en a entre 10 et 15 en tout, peut-être quelque chose comme ça. J'en ai d'ailleurs à terminer. Celle à qui je dois encore en faire, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, c'est juste que ça prend un petit peu de temps à tout faire. Je suis pas mal occupée en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ils sont très beaux d'ailleurs, félicitations, merci. Ensuite, quel est ton rythme de lecture mensuel? Alors, mon rythme de lecture mensuel est assez pitoyable, j'ai envie de dire, parce que en fait, je lis en général, j'ai envie de dire peut-être entre, on va dire 300, 450 pages grand maximum pendant un mois, parce que pour la simple et bonne raison que je ne prends pas les transports en commun, ce qui fait que ça fait encore moins de temps consacré à la lecture. Je ne lis en fait que chez moi le soir juste avant de me coucher, c'est-à-dire peut-être genre 10 pages par soir, qui est peu. Ça dépend, des fois quand j'ai un petit peu le temps, je me pose dans mon canapé le week-end ou alors un soir de semaine, mais ça arrive de plus en plus rarement malheureusement parce que je fais des vidéos YouTube, je fais plein de choses à côté et c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour lire un petit peu plus que ça. Mais voilà, j'ai un rythme de lecture mensuel assez petit par rapport à d'autres personnes sur Booktube, mais bon, je dirais que j'ai peut-être un rythme un peu average, un peu moyen par rapport à d'autres personnes qui éventuellement regardent mes vidéos, donc vous inquiétez pas si vous lisez pas 8 livres par mois, c'est pas grave, vous êtes quand même un lecteur parmi dans la communauté, quoi, donc il y a pas de petits et de grands lecteurs, c'est pas ça l'important c'est de lire tout court. Autre question, il y a combien de livres dans ta palle, enfin si tu les comptes? J'ai commencé à compter en fait les livres dans ma palle que très récemment parce que je m'étais posé la question tout simplement pour voir un petit peu ce qu'il y avait, et puis au moment où je me suis inscrite sur Livre Addict, c'est là où ça a commencé un petit peu justement à se compter tout seul, puisque quand vous mettez que vous possédez un livre et que vous ne l'avez pas encore lu, il va directement dans votre palle. Je pense que je tournais autour des 40 livres. Il se trouve que je m'approche plutôt des 70, voire plus, on va dire entre 70 et 90, voire des fois 100. Ça dépend si je compte les livres juste papier ou si je compte aussi les livres numériques, où là, ça fait exploser le score, j'ai envie de dire. Mais voilà, en livre papier, je dirais peut-être entre, on va dire un petit peu plus de 70, je dirais.
Alors, combien de temps consacres-tu à l'écriture? Et sa dernière question de Carlotta. Combien de temps je consacre à l'écriture? C'est très 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 variable. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, je fais beaucoup de choses, peut-être trop, peut-être trop. Je dessine, je fais les vidéos comme vous voyez, j'essaie de lire à côté, je fais plein de choses différentes, je fais un petit peu de sport, etc. Et du coup, j'écris aussi, du coup. Euh, et il y a des fois, par exemple, pendant un mois, je ne vais pas du tout toucher à un écrit. Et puis il y a des fois, par exemple, quand il y a un NaNoWriMo, j'écris tous les jours. Et là, voilà, plus je fais en plus le NaNoWriMo, plus j'ai envie justement de m'y mettre de façon plus régulière. Que ce soit peut-être juste un ou deux soirs par semaine, ce serait vraiment l'idéal, même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures par semaine, c'est déjà ça de prix. Et j'ai vraiment envie justement de d'insérer l'écriture de manière un petit peu plus régulière dans mon emploi du temps entre guillemets. Voilà, c'est très très variable en fonction des mois, en fonction de mes disponibilités, et j'aimerais beaucoup que ce soit plus régulier. Ensuite, j'ai les questions de Trésor Mimi, qui me demande qu'est-ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce genre littéraire en particulier, donc en parlant de la fantasy. Je sais pas si c'est quelque chose en particulier qui m'a intéressée. Je pense que naturellement, en fait, j'ai toujours été intéressée par peut-être par le merveilleux, j'ai envie de dire. J'ai toujours été extrêmement fan de la mythologie grecque. Je connaissais les légendes par cœur quand j'étais petite. La mythologie nordique aussi m'a beaucoup intéressée. Et donc voilà, j'aimais bien ce sentiment de merveilleux, voilà, de trucs qui ne collent pas à un monde contemporain où il y a une petite dimension supérieure par rapport à quelque chose de réaliste, voilà. J'aime bien quand une histoire est un peu pimentée ou de mystère. C'est pas forcément quelque chose de surnaturel, hein, mais voilà, quand il y a un petit peu de mystère, quand il y a du suspense, et puis quand il y a quelque chose qui m'éloigne de mon quotidien, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et du coup a fortiori la fantasy c'est carrément ça puissance 100 puisqu'on est carrément dans un autre univers avec d'autres races, d'autres choses qui ont aussi cet intérêt que ça nous fait poser des questions sur notre monde à nous, et sur les décisions qu'on pourrait prendre, sur aussi des questions très très personnelles, morales, affectives ou n'importe quoi. Et je trouve que voilà, il y a un prisme un petit peu déformant qui fait que ça renvoie vers des choses très profondes, en fait, très humaines. Et c'est quelque chose que je ne retrouve, j'ai envie de dire, que je ne retrouve pas dans d'autres genres littéraires. Voilà, et c'est quelque chose, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme les fraises Tagada ou un petit peu de la drogue. Voilà, quand vous goûtez à ce truc-là, voilà, j'ai besoin de ça dans toutes les lectures que je fais. Alors, Trésor Mimi me demande d'autre part, comme tu as lu pas mal de fantasy médiévale occidentale, est-ce que j'avais 3 séries à conseiller? Ce seraient lesquelles? Alors, je n'ai pas du tout préparé les questions, donc je vais essayer de répondre là comme ça, de tout de go, j'ai envie de dire. Alors, fantasy médiévale, ce que je conseillerais, déjà évidemment je conseillerais Arkham de Valérie Simon, la tétralogie, hein. Donc je vous mettrai ici la couverture, hein, vous inquiétez pas. La tétralogie d'Arkham, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec la fantasy. C'est une œuvre que vous pouvez trouver encore facilement, pas encore, que vous pouvez trouver facilement en ce moment. C'est aux éditions du Riet. C'est une fantasy donc qui suit une héroïne qui a beaucoup de pouvoir entre ses mains, et il y a plein de choses qui se passent, j'ai envie de dire. Et c'est ça, voilà, qui m'a vraiment fait rencontrer ce genre-là. Donc je conseille à tout le monde. La seconde série que je pourrais vous conseiller, c'est tout simplement Les Dragons de Perne. Je crois que c'est La Balade de Perne de Anne McCaffrey. Vous pouvez trouver tout ça, je crois que c'est chez Pocket qui ont sorti des intégrales récemment. C'est un univers donc fantasy qui se passe sur une autre planète, donc c'est un peu du science fantasy, j'ai envie de dire.
quelque part, mais en fonction des nouvelles, on est plus près de la science-fiction et des fois plus près de la fantasy, ça dépend. Et c'est une série que j'ai pris énormément de pied à lire, parce que voilà, on est avec des dragons, on est avec aussi un lien télépathique entre les dragons et leurs chevaucheurs, donc les chevaliers qui les chevauchent. Il y a plein de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga. La troisième série que je pourrais vous conseiller, ce serait donc c'est deux trilogies en fait de David Eddings. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit de la trilogie des joyaux et la trilogie des périls, donc Elenium et Tamouli en anglais. C'est donc, comme je vous disais, deux trilogies que j'ai juste surkiffé quand je les ai lues. C'est de la pure fantasy médiévale occidentale, donc qui se passe dans un univers donc Medfan avec des ordres religieux combattants et qui vont combattre donc un dieu maléfique, et puis plein d'autres trucs d'ailleurs. Ils vont combattre pas mal d'autres choses, mais ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est justement le caractère comment dire, d'ordre religieux combattant, parce qu'on a vraiment des ersatz de templiers, de chevaliers comme ça qui sont un petit peu dans ce genre-là. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans ces deux trilogies, c'est l'humour qu'il y a surtout dans les dialogues. Il y a une science du dialogue dedans qui est juste un petit bijou. Moi j'ai juste adoré ce genre de bouquin. Je rigolais toute seule en le lisant quand je prenais le bus à l'époque, et ça m'arrive encore de le relire avec beaucoup de joie et de bonheur, parce que à chaque fois je redécouvre, je me replonge dans cet univers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous conseille également d'y jeter un œil. La dernière question que me pose Trésor Mimi, donc, quelles seraient les 3 séries de fantasy méconnues et n'appartenant pas au classique genre médiéval fantasy que tu conseillerais également? La première série que je conseillerais, je sais pas si on peut la mettre dans la catégorie médiéval fantasy, puisque c'est un truc un petit peu bâtard, c'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Je sais pas, je la caserais pas forcément dans ce registre-là, même si ça reste de la fantasy, il y a des dragons, mais je trouve qu'il y a pas forcément justement ce côté médiéval. On est beaucoup plus peut-être dans une espèce je dirais de 17e siècle ou 18e siècle, puisqu'on a des bateaux pirates. On n'est pas du tout dans un truc guerre de religion. C'est toujours dans l'univers de l'assassin royal qui, peut-être, selon moi, est peut-être plus médiéval fantasy, enfin du Medfan plus pur et dur, alors que ça se passe exactement, j'ai envie de dire, au même moment, mais pas au même endroit sur la carte en fait. Mais les Aventuriers de la Mer, on est beaucoup plus dans quelque chose de plus maritime déjà, puisque les Aventuriers de la Mer, hein, n'est-ce pas. On est avec des vaisseaux qui sont intelligents, avec des têtes de proue, des sculptures de proue qui parlent. Les vaisseaux les bateaux sont intelligents. Il y a des serpents de mer, des dragons, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des vaisseaux, des marchands d'esclaves. C'est tellement riche ce monde-là que voilà, j'ai pris un pied énorme en lisant cette série. Bon, elle est pas méconnue, puisque bon, c'est quand même Robin Hobb, mais voilà, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu moins connue que l'Assassin Royal, et c'est une que je conseille énormément. Une autre série médiévale, enfin, c'est pas du Medfan, c'est plus de la Sword and Sorcery, donc c'est comme ça que ça s'appelle en fait, épée et sorcière. Il s'agit de Sœurs de sang et les parjures de Mercedes Laquais. C'est accompagné du 3e tome par le fer, donc c'est essentiellement, normalement c'est une duologie, donc les Sœurs de sang et les parjures, et de l'autre côté vous avez un troisième bouquin, donc par le fer. Oui, c'est ça, par le fer. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, par le fer. Où c'est un recueil de nouvelles, donc toujours avec les mêmes protagonistes. Et là, donc, comme je vous disais, on est dans du Sword and Sorcery, donc c'est un genre à part entière de la fantasy, un petit peu, je dirais, peut-être comme du Conan de Howard. Voilà, on a des combattants à l'épée et on a des magiciens. Et là, en l'occurrence, on suit 2 protagonistes femmes,
Donc c'est Tarma et Ketri. Donc Tarma est une jeune guerrière, donc qui vient d'une peuplade nomade dont toute la tribu a été terrassée. Je me demande si elle s'est pas faite violer d'ailleurs au passage. En bref, voilà. Elle a vraiment un passé assez dur à porter et elle a rencontré Ketri, qui elle aussi a vécu des choses assez compliquées et toutes les deux se sont un petit peu guéries l'une l'autre et elles décident de partir toutes les deux et de se mettre à disposition en tant que mercenaires pour des missions à gauche et à droite. Et donc Ketri, la deuxième, est une magicienne qui est aussi dépositaire d'une épée qui en fait a été forgée, qui est magique et qui a pour but en fait d'aider les femmes en détresse. Voilà, donc c'est une série, une saga qui est vraiment féministe, je dirais, parce que voilà, ce sont des femmes qui se mettent en œuvre pour aider d'autres femmes. Et puis il y a plein de choses qui se passent, donc c'est aussi une saga que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Et puis la troisième, c'est pas vraiment non plus une série, mais un autre livre qui appartient donc au genre fantasy, mais qui n'est aussi pas vraiment, pour moi en tout cas, du Medfan, du médiéval fantastique fantasy. Il s'agit de l'Histoire sans fin de Michael Ende, donc un Allemand, qui a donc écrit l'Histoire sans fin, donc j'imagine que tout le monde connaît peut-être au moins deux noms. Moi, ça fait partie de toute mon enfance, puisque je crois que j'avais 4-5 ans quand il est sorti ce film au cinéma. Je l'ai vu, revu, j'ai pleuré 12 000 fois quand Artax est mort dans les marais de la mélancolie. Bref, je conseille à tout le monde de lire le livre parce que c'est une petite perle de fantaisie et je trouve que il est un petit peu sous-estimé, je dirais, et peut-être il mériterait d'être lu plus souvent. Je suis très contente d'ailleurs que Hachette ait ressorti ce livre-là l'année dernière parce que sincèrement c'est un super livre, un super livre de fantaisie à lire. Ensuite, on passe aux questions de Marie Obsidienne. Marie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Quel est le projet professionnel qui t'a le plus emballé dans ta carrière? Avec le travail que tu as, j'imagine que tu as bossé sur pas mal de trucs différents. Ce serait peut-être d'avoir travaillé chez Ubisoft, donc sur les lapins crétins, puisque Ubisoft c'est pas une petite maison. Bosser sur les lapins crétins c'est pas rien non plus, donc c'était plutôt cool et j'étais vraiment très contente d'avoir réussi à à travailler sur cette série là. Et donc voilà, ce projet était vraiment ambitieux puisque c'est une série en plus qui est en collaboration avec qui était vendue en fait aux États-Unis par Nickelodeon, donc voilà, c'était une grosse boîte. Il y a aussi la première série sur laquelle j'ai travaillé où j'étais plutôt extrêmement contente puisqu'il s'agissait pareil, c'est aussi une série qui est passée un petit peu inaperçue, qui est passée sur France 3, qui s'appelle The Pinky and Perky Show. Je sais qu'il est passé puisque je l'ai vu. Je l'ai vu passer sur France 3. Et en fait, voilà, pour la première série sur laquelle je travaillais, c'était une série qui était en coproduction avec la BBC. Voilà, c'était un fleuron de l'animation des années 60, je crois, de la BBC, qu'ils avaient décidé de remettre un petit peu au goût du jour. Donc je travaillais avec des Anglais, donc en coproduction, si vous voulez. Et là, j'ai appris énormément de choses par rapport à mon métier, enfin à ma fonction, à mon rôle dans cette série-là. Je faisais beaucoup de colorisation, j'ai fait beaucoup, enfin voilà, des trucs qui m'ont énormément plu, qui m'ont fait aussi beaucoup évoluer au niveau aussi du dessin, de la colo, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler sur cette série. Sa deuxième question, Marie, c'était: as-tu des rêves à ce sujet? Donc à propos de ma carrière, j'imagine. Oui, toujours un petit peu, hein. Moi, je voulais travailler chez Disney depuis que j'ai 10 ans. Et puis que j'ai vu La Petite Sirène ou La Belle et la Bête, je sais plus, même sans doute les deux, hein. Je voulais travailler chez Disney, je voulais faire du dessin animé chez Disney, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, j'y suis pas encore, j'y serai peut-être jamais parce qu'il faut un level de ouf pour rentrer chez eux. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, hein, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie peut-être dans un futur
proche ou lointain, j'en sais rien, de travailler, pourquoi pas chez Disney ou chez DreamWorks, ça me plairait beaucoup. Peut-être, j'aimerais bien rester dans la 2D, ou en tout cas, voilà, dans quelque chose de dessiné plus que fait par ordinateur, enfin plus que la 3D. Mais ça me déplairait pas d'essayer d'aller voir ce que font les Anglais ou les Canadiens ou les Australiens ou les Néo-Zélandais. Voilà, j'avais aussi une époque où j'aurais kiffé aller travailler chez Weta Workshop en Nouvelle-Zélande. On n'y est pas, hein. Pas encore, j'ai envie de dire. Mais voilà, je me ferme pas cette porte-là. Je me dis pourquoi pas dans mon métier. Ça arrive très souvent que voilà qu'on s'expatrie, bah comme j'ai fait moi, m'expatrier pour travailler au Luxembourg, et voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et enfin, je termine avec Lilia de la chaîne Lire avec Lilia qui m'a posé quelques questions. Alors, que mets-tu sur tes cheveux pour qu'ils soient si beaux? Tu m'avais dit qu'il me faudrait des questions sur mes cheveux. Euh, Qu'est-ce que je mets sur mes cheveux? Beaucoup de choses. Oui et non. Je n'utilise pas de sulfate. J'essaie d'éviter d'utiliser aussi du silicone, donc je me tourne vers des marques qui ne font pas ces ingrédients-là. J'en ai beaucoup trouvé dans les parapharmacies, mais surtout en fait dans les produits afro. Il y en a aussi, enfin faut faire le tri, mais il y a des produits que vendent les boutiques afro qui sont parfaits. Par exemple la gamme, la marque Kinky Curly ou Shea Moisture qui font des trucs, c'est d'une tuerie. Et voilà. En gros, c'est ça. Et puis le plus important, c'est surtout d'avoir non seulement donc enlevé tout ce qui est des sulfates et silicones de ma routine capillaire, mais aussi avoir changé de façon de m'en occuper en fait. J'utilise plus du tout, par exemple, de serviettes. De serviettes de bain pour sécher mes cheveux. Je n'utilise que des serviettes microfibres ou alors de vieux t-shirts et les éponger, puisque c'est plus les éponger que de les essuyer. J'utilise aussi mes doigts ou alors des peignes à larges dents pour les démêler sous la douche. Je ne les brosse jamais. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire. En gros c'est ça. En gros c'est ça. Faut essayer de revoir globalement comment on s'occupe des cheveux bouclés. Parce que on s'occupe pas des cheveux bouclés comme on s'occupe des cheveux raides, voilà. Ensuite, Lilia me pose une question. Quelle étude as-tu faite? Donc, alors, je vais essayer de résumer parce que ça peut durer assez longtemps. J'ai fait un bac littéraire. C'était avec de l'anglais renforcé à l'époque. Je voulais faire une option art plastique, mais finalement ça s'est pas fait. Bref, j'avais demandé à faire à la fac, puisque j'ai loupé mon concours pour un Gobelin, donc une école d'animation à Paris. Du coup, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé cinéma à Paris 8, donc à Saint-Denis, et ils m'ont mis en anglais à Paris 13, donc rien à voir, il y a pas de cinéma à Paris 13, c'était la loose. Du coup, d'anglais à Paris 13, j'ai bifurqué pour faire un DUG en histoire à l'époque, parce que l'histoire c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Donc j'ai validé mon DUG, et ensuite j'ai encore bifurqué pour faire une licence et une maîtrise en information et communication, puisque en infocom, il faisait une spécialité infographie, ce qui pour moi se rapprochait un petit peu plus de ce que je voulais faire, parce que je voulais toujours essayer de revenir vers quelque chose qui tournait autour de cinéma d'animation, en gros. Et j'ai réussi donc à faire infographie, j'ai fait un mémoire sur l'image de la femme dans les dessins animés de Tex Avery et Disney, voilà, parce que je voulais toujours raccrocher les wagons et me rapprocher donc de tout ce qui était animation. Et une fois que j'ai eu ma maîtrise, là complètement on change tout. J'ai fait une école privée parce que c'était un petit peu le seul moyen de faire ce que j'avais envie de faire. Une école d'animation 3D. Donc c'était pendant 3 ans. L'école est à Orly. À l'époque c'était l'EESA, l'école européenne supérieure d'animation. Maintenant ils ont changé le nom, donc c'est l'école Méliès. Qui est toujours à Orly d'ailleurs, dans des nouveaux locaux d'ailleurs qui sont fort beaux. Et là, donc j'ai appris tout le b.a.-ba de l'animation et de l'animation 3D.
J'ai fait un film de fin d'études avec des camarades, on était 4 à faire un film de fin d'études, donc la 3e année. Donc ce film de fin d'études s'appelle Bullseye. C'est un film dont j'étais un peu à l'origine, puisque c'est moi qui ai fait qui ai eu l'idée de base, qui ai fait le scénario, etc. Et en gros, c'était l'histoire d'une quête initiatique d'un Indien d'Amérique qui cherche en gros son totem, ou le totem de sa tribu, qui est un bison à l'œil étincelant. Et donc, d'où le nom de ce court-métrage qui s'appelle Bullseye. Et je suis super contente puisqu'on a gagné un prix, le prix Starevich à l'époque. Donc, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool et je suis vraiment très fière de ce court-métrage. Parce qu'il a été assez difficile à accoucher, j'ai envie de dire, et je suis plutôt contente du résultat final, même si bon, il commence à dater un petit peu, puisqu'il date de 2007, hein, presque 10 ans de pépère. Donc voilà, et à partir de là, j'ai commencé à travailler dans le cinéma d'animation. Donc voilà, ça a été une scolarité assez mouvementée, comme beaucoup... comment dire, de scolarité à la française, hein, tout ce qui est orientation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, Pauline, j'espère que si tu passes par là, patatras, je suis sûre que tu seras une meilleure conseillère d'orientation que toutes celles que j'ai eues à l'époque. Bref, ensuite, on passe à l'autre question. Quel métier fais-tu? Bah donc j'ai répondu à la question. En ce moment, je suis assistante réal sur une série en 2D, une série d'animation. Et la dernière question, donc, le livre de pirate à lire absolument selon toi. J'en ai parlé un petit peu avant, je suis en train de me rendre compte que j'ai lu finalement peu de livres de pirates, mais il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué, donc comme je vous disais, j'en ai parlé un petit peu avant dans cette vidéo. Il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui je trouve aborde le thème des pirates de façon très intelligente et de façon très diverse, puisqu'on a des pirates qui sont vraiment peut-être un petit peu en dehors du thème un petit peu classique des pirates, même si voilà, bah, c'est des pirates, hein, ils attaquent tous les navires à leur passage, ils ont une dent quand même contre tout ce qui est comment dire navire d'esclavage. Il y a le capitaine qui a un passé assez lourd qui traîne derrière lui. D'ailleurs, il se fait couper la jambe en plein milieu de la saga. J'espère que je spoil pas. Oh mon dieu, je spoil. Voilà, il y a tout un truc avec des dragons enfin pas des dragons de mer, je veux dire des serpents de mer. Donc voilà, je trouve que c'est un livre de pirates qui, moi en tout cas, m'a beaucoup plu, beaucoup parlé. Voilà, cette FAQ est terminée. Elle est beaucoup plus longue que ce à quoi je m'étais attendue, je suis désolée. En tout cas, voilà, je remercie encore les filles qui m'ont posé leurs questions. C'était vraiment très sympa et puis super d'y répondre. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus à propos de moi. Si éventuellement vous avez des questions encore, bah écoutez, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour y répondre, ou donc en commentaire, ou peut-être plus tard, si j'ai plusieurs questions, je pourrais y répondre plus tard dans une prochaine FAQ, pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Il s'agit de Qui a tué le Dahlia noir de Stéphane Bourgoin. Donc je vais pas forcément trop m'attarder là-dessus, puisque je vous invite non seulement à voir cette ancienne vidéo, puisque j'en parle quand même un petit peu pas mal, j'ai envie de dire, et je vous enclin aussi à aller peut-être lire la chronique que j'ai faite sur mon blog, hein. Vous pouvez me trouver à codalia.wordpress.com, et si vous voulez pas aller forcément taper avec vos petits doigts, il y a tous les liens qui sont là en dessous, donc je vous invite à